Bonjour à tous, bienvenue pour notre nouveau webinaire qui s'intitule Embarquer une base de données locale dans logiciels et applications mobiles avec Delphi 10.3.3 Rio. Alors je vais vous présenter un petit peu Embarcadero, Sencha, Barnstein. On aura donc Patrick Prémartin qui va animer notre webinaire, et puis n'hésitez pas si tout au long du webinaire vous avez des questions. Voilà, ou même à la fin il y aura une séance qui sera prévue pour ça. Alors je me présente, donc moi je suis responsable commercial pour la société Barnstein, donc concernant tous les produits Embarcadero, mais également Sencha, donc et puis d'autres, tous les produits Idera, d'une manière plus générale. Voilà, donc Patrick Prémartin, vous avez ses coordonnées ici, qui est MVP Delphi. Il a un blog qui est alimenté régulièrement, faut pas dire quotidiennement, sur toutes les nouveautés Delphi, C++ Builder, Embarcadero. N'hésitez pas à consulter toutes ces news. Il est également formateur agréé, donc Delphi. Il se passe régulièrement de formation, donc que ce soit sur VCL, FMX. Donc n'hésitez pas à le contacter. Vous avez ses coordonnées ici et les miennes juste à côté. Alors, notre société Barnstein, donc le siège social est situé aux Pays-Bas, à côté d'Amsterdam, à Haarlem. Donc ça se situe juste à côté, en bordure de la mer du Nord. Donc pour les Néerlandais, c'est donc un petit peu la Côte d'Azur. Hein. Je vous invite tout le monde à venir nous voir, enfin quand il y a du soleil. Sinon, quand il neige, c'est bien aussi. Mais il y a, il y a plein de choses à faire. Donc on peut parler de programmation Delphi, mais on peut parler de plein d'autres choses. Donc je vous invite à venir. Au siège social se trouve à Haarlem. C'est juste à côté d'Amsterdam. Et alors je vais vous expliquer pourquoi le choix d'Embarcadero pour notre société, en fait, qui était déjà représentant d'Embarcadero Benelux depuis une dizaine d'années, mais en France depuis maintenant 3 ans et demi. Alors pourquoi? C'est parce que tout simplement il y a pas mal il y a de l'expérience en fait, et notamment des personnes qui étaient présentes chez Borland même une vingtaine d'années, alors que ce soit pour le support technique, marketing ou des choses comme ça. Et puis donc pour bénéficier de pas mal de savoir-faire et d'expérience qui ont contribué au développement de l'IDE, enfin et la popularité, si vous voulez, aux Pays-Bas et au Benelux. Il y a quand même une communauté très très active de MVP, mais pas uniquement. Et donc voilà, donc on a décidé d'employer pas mal de méthodes similaires en France. Alors on s'aperçoit qu'il y a pas mal de choses qui se font. Hein. Il y a pas mal on a en plus des formations, des news, si vous voulez, on a quand même distribué depuis 2 ans maintenant des licences académiques gratuites dans toutes les universités et puis centres scolaires qui nous ont demandé, mais qu'on est allé aussi rencontrer. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous voulez être en contact avec certains centres de formation qui forment des développeurs Delphi et C++ Builder, vous n'hésitez pas. Voilà, il y en a régulièrement chaque année qui sortent de leur cursus. Alors, Idera, vous pouvez voir qu'ils sont en fait chaque année rachètent pas mal de sociétés en lien de toute façon avec le monde de l'informatique, de l'IT et puis pas uniquement de la programmation. Et alors c'est vrai que depuis le rachat d'Idera, Embarcadero s'est recentré sur les outils de développement, donc Delphi, C++ Builder, RadStudio, Interbase. Et puis donc après vous avez tout un tas d'autres marques et outils de développement. Si vous avez des questions, c'est pareil, on pourrait en parler pendant pas mal de temps, notamment de Sencha et du framework XJS, donc JavaScript. Il y a plein de choses à dire. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des informations supplémentaires. On est là pour ça, à votre disposition, et puis que ce soit par email, par téléphone, donc ou par ce webinaire également. Alors, il y a eu une mise à jour donc de Delphi 10.3.3 il y a quelques jours, donc pas mal de nouveautés. Je vais laisser Patrick en parler. On a présenté tout ça à Paris il y a quelques temps. Je vais pas trop m'étaler dessus. On a également à Paris, et lors de la présentation de la dernière version, présenté le gagnant de la première édition du meilleur jeune développeur, donc Delphi 2019. On
a fait un mailing par rapport à ça. On va continuer à le faire. Il y a eu vraiment pas mal de succès. Donc, la gagnante, Camille Gory, qui a donc pu présenter son application et gagner un iPad Pro et une licence RadStudio Architect. Donc, voilà, donc encore bravo à elle. Et puis, on a eu pas mal de retours, beaucoup de retours positifs par rapport à tout ça. Tellement en fait que, évidemment, on va réitérer l'idée et puis la proposition pour l'année prochaine. Et donc, on est en train de travailler dessus. Et puis, il y a pas mal de jeunes qui se... il y a pas mal de jeunes, si vous voulez, qui sont voilà, qui sont concernés, qui nous ont envoyé des applications. Et puis, voilà, on parlera peut-être plus tard aussi. Mais c'est important de rappeler que ça s'est bien passé. Présentation de son application à Paris. Et ça a suscité quand même pas mal d'engouement par rapport à ça. Alors, pour parler des offres également de la part de notre société Bernstein, c'est important parce que on a vraiment des remises importantes d'ici fin d'année. On a 15% sur les licences professionnelles, sur 25% sur les licences entreprises et 30% sur les licences architectes. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. En attendant, moi je vais laisser la main à Patrick et dès qu'il sera prêt, je vais lui laisser en fait continuer le webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Je laisse Patrick. Donc bon webinaire à tout le monde et puis on reprend la main tout à l'heure. Merci. à tout de suite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de bases de données locales et surtout vous montrer comment j'utilise les fonctionnalités de FireDAC pour embarquer des bases dans les logiciels mobiles et desktop. Alors, ce sera plutôt du pratique, même si j'ai quelques slides dessus. Alors, hop. Donc juste un petit truc, j'ai rechangé d'écran. Je vais peut-être me planter sur les raccourcis clavier, ne vous inquiétez pas si ça fait n'importe quoi, on rattrapera le coup en cours de route. Alors, petite présentation, donc à force vous commencez à nous connaître. Hein. Donc moi je suis prestataire informatique, MVP depuis 2 ans maintenant, et j'assure aussi des formations en plus de prestations de conseil et de développement à travers ma société Hub Software. Qui existe depuis 2001. Je fais des formations intra et inter-entreprise. Donc si vous avez des besoins en interne, n'hésitez pas à me recontacter. Ça peut être pris en charge par les OPCO au cas. Concernant les inter-entreprises, des dates seront prochainement annoncées. Les versions Delphi, webinaires. Donc les webinaires précédents sont dispo sur vassure.fr/webinaire Delphi, avec vidéo, PDF de présentation et les sources quand ils sont disponibles. Celui-ci sera également dès que possible. Alors, on va donc parler de bases de données. Actuellement, vous avez 2 produits chez Embarcadero, enfin 3, RadStudio, Delphi et C++ Builder. Les 2 langages de développement et outils de développement font du Windows, Mac, Android, iOS et Linux en ce qui concerne Delphi. Vous pouvez, à travers ces logiciels-là, créer des installations automatiques avec l'outil de déploiement et notamment vous servir du PA Server dont j'ai parlé lors du webinaire du 5 novembre pour faire du développement de tests ou en production, ce qui permet de transférer des fichiers. Dans les besoins la plupart des applications, on a des stockages de données sous forme de fichiers texte, binaires, de bases de données et ainsi de suite. Après, j'ai listé pas mal de choses, mais bon, vous savez de quoi on parle. Là, aujourd'hui, on va s'occuper de bases de données embarquées. Alors, ce que j'entends par embarqué, c'est une base de données qui doit accompagner le fichier exécutable sur mobile ou sur desktop. Donc Windows, Mac, iOS, Android et Linux. Juste un petit truc, petit rappel, si on veut utiliser FireDAC, on peut s'en servir pour des bases SQL classiques, comme des bases qu'il faudrait simuler à partir d'API REST, puisque les composants ces data sont désormais fournis avec les licences entreprises et architectes de Delphi et C++ Builder. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil si vous avez des besoins d'API web
sur les différents connecteurs qui sont disponibles. Là, en l'occurrence, dans notre cas, ça restera du local, donc ce sera du FireDAC pour accéder à la base de données et du SQLite pour la base elle-même, sachant que ce que je vais vous dire fonctionne sur tous les types de bases de données disponibles et gérées par FireDAC, puisque je me sers de certaines fonctionnalités. De diffuser la base de données, de les synchroniser, de faire des mises à jour dans les bases et dans leur structure. Donc on a un cas simple, c'est l'éditeur a une base de données avec des informations qui sont modifiables que par l'éditeur, il les transmet avec l'exécutable sous forme de fichier ou en téléchargement par internet ou un autre système, et l'utilisateur ne peut rien changer. Donc en fait, à chaque nouvelle version du programme, on retransfère les données qui sont à jour et le problème est réglé. Malheureusement, ça ne suffit pas dans la plupart des cas. En général, les utilisateurs ont aussi des données eux-mêmes à stocker, et si on veut les stocker sous forme de base, là, il faut gérer la structure du stockage. Et en plus de la structure du stockage, il faut aussi pouvoir les mettre à jour, éventuellement synchroniser une partie des données avec celle de l'éditeur ou des développeurs et celle des clients, enfin des utilisateurs, d'une manière générale. Donc cette pratique peut poser des problèmes, et pour la plupart des développeurs, c'est a priori compliqué. En réalité, ça dépend du point de vue. Parce qu'en fait, on a dans FireDAC des fonctionnalités qui permettent de synchroniser des choses, et d'autres qui vont nous servir aujourd'hui pour faire les changements de structure de base. Donc si vous ne connaissez pas trop FireDAC, vous pouvez aller regarder les 2 webinaires qu'on avait fait l'an dernier avec Maxime sur la VCL et FMX en utilisant les composants FireDAC. Et pour synchroniser des données, j'avais fait une présentation l'an dernier aussi, ça va être en décembre ou en janvier de cette année, je ne sais plus, sur les solutions de synchronisation. Donc on parcourait un petit peu tout ce qui se fait, en tout cas ce qui peut se faire de façon simple avec les outils fournis avec Delphi et C++ Builder. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler sur une base SQLite dans un programme exécutable classique. Là je vais le faire sur Windows, mais ça peut se compiler sur n'importe quoi puisque je vais partir sur du FireMonkey. Donc la problématique de base, ça va être le fait de créer une base à distance, enfin en tout cas sur le poste de l'utilisateur, et de la maintenir, ou d'en maintenir sa structure quand elle est modifiée, et évidemment derrière de pouvoir l'utiliser dans les projets. Donc là je vais faire du FireMonkey avec FireDAC, vous pouvez évidemment le faire avec la VCL, IntraWeb ou n'importe quel framework de composants à partir du moment où FireDAC fonctionne, évidemment, et ce sera du Delphi pour ce que je vais vous présenter et les sources que vous pouvez télécharger, mais vous pouvez le faire avec C++ Builder si vous voulez, puisque là c'est juste une histoire de composants non visuels et de leurs propriétés. Alors, première étape, on va créer une base de données toute simple. Pardon. Donc on va créer une base de données toute simple. Plutôt que de la faire à la main en tapant les requêtes SQL de create, table et autres, j'utilise le logiciel qui s'appelle TMS Data Modeler de TMS Software. Il est payant, disponible en direct ou via la licence All Access, et il permet de faire des dessins de MCD. Donc en fait de dessiner les schémas de base de données, de lister les champs de chaque table, et de gérer des index, les relations et ainsi de suite. Il génère aussi le script SQL de création de la base ou ses modifications en fonction du moteur de base de données qu'on choisit. Donc là je l'ai choisi parce que j'ai la licence All Access, hein. J'aurais pu utiliser n'importe quel autre logiciel du même type, en open source ou payant, et vous en avez notamment avec la licence architecte, Aquadata Studio, qui est fournie par Embarcadero, développé par je ne sais plus le nom de la société, et qui est un peu plus que juste de la gestion de structure de table en fait, il fait aussi de la gestion de stats et ainsi de suite. Donc de la maintenance de base de données complète. Donc là j'ai créé sur la démo une base SQLite, en SQL avec 2 tables, livre et auteur. Sur la table livre, j'aurai un ID, un titre et un GENCODE. Sur la table auteur, un ID, un nom, un prénom, et une table intermédiaire pour gérer les relations entre les deux, puisque je veux un livre peut avoir plusieurs auteurs, mais donc un auteur peut aussi être attaché à plusieurs livres. Du coup, on est obligé de passer par une table intermédiaire pour ça, pour les relations NN. Et je vais me servir ensuite de TMS pour exporter les informations.
Hop, on va commencer par ça, et ensuite on verra ce qui suit. Donc je vais lancer le logiciel. Et créer un nouveau projet dedans. Voilà. Donc je choisis la base de données, là en l'occurrence ce sera du SQLite. Ok. Donc je suis dans les tables, j'en veux 3. Donc j'en crée, pardon, hop, ici. Donc je vais créer ma table livre. Le câble du casque fait du bruit. Avec 3 champs. Donc le premier champ ce sera l'identifiant, qui est une clé, un integer en auto-incrément et que je mets en clé primaire. Ensuite nous avons le titre, qui sera du texte, et le gencode, qui est le numéro de code barre, pour ceux qui ne sont pas habitués à la terminologie officielle. Et donc le gencode c'est du 13 caractères, donc 13 chiffres. Donc je peux le mettre comme ça. Bon, évidemment j'aurais pu mettre texte aussi, sachant qu'en SQLite, il n'y a pas 50 types de champs, hein, c'est du texte, du numérique ou du booléen. Et lui reconvertit tout dans son propre format. Donc là j'ai ma première table, je vais créer la deuxième. Donc là les auteurs, avec pareil 3 champs, donc on a dit un ID, ensuite le nom et le prénom, qui sera du texte, et le prénom en texte aussi. Voilà. Ici, auteur livre. Elle a 2 champs, le lien de chaque. Donc ici ce sera livre ID par exemple, qui sera en entier, et auteur ID. Dans cette table-là, je crée 2 index. Alors le premier, qui est créé par défaut, il sera sur le livre et sur l'auteur. Et je vais en créer un deuxième par auteur. Alors là, c'est juste pour des questions d'optimisation de base de données. Les clés sont forcément uniques aussi sur celui-ci. Donc auteur, livre. Voilà. J'ai 2 index, j'ai mes 3 tables. Les autres tables, alors normalement il y a une clé primaire, donc il y a forcément un index qui est créé automatiquement. Donc j'ai mes tables, si je veux, je peux créer un diagramme entre elles et gérer des liaisons. Donc là, dans les diagrammes, je vais rajouter toutes les tables. Sachant que là, pour la partie génération de code SQL, c'est pas nécessaire. Enfin, sauf si on veut les contraintes, évidemment. Donc là, j'ai créé une liaison entre les livres et la table intermédiaire, donc auteur-livre. Ici, pardon. Je sais plus, oui, pardon, ici. Ah, nouvelle relation. Donc on a dit entre livre et auteur-livre. En vrai, c'est du classique hein, dans les logiciels de ce type-là. Alors le champ livre, c'est ID. Le champ en liaison dans auteur-livre, c'est livre ID. Alors il pourrait pas en créer un, si on veut, qu'on peut évidemment rebaptiser après. Alors en l'occurrence, comme j'ai déjà créé tous les champs, je suis tranquille. Et vous pouvez aussi spécifier les contraintes relationnelles. Donc pour que ça fasse des vérifications en cas de suppression ou que ça impacte les mises à jour. Donc là j'ai ma première liaison, je vais créer la deuxième. Du coup elle sera dans l'autre sens, donc c'était auteur sur auteur-livre. Donc auteur c'est bien l'ID, auteur-livre c'est auteur-ID. Voilà. Donc là j'ai mon diagramme qui se met à jour au fur et à mesure. Et ensuite, je vais simplement exporter les requêtes SQL, donc je vais générer le script. Voilà. Et donc là, j'ai mon script de création de la base. Je l'enregistre. Alors, on va aller dans ce dossier-là. Oui, j'ai un dossier anti-sèche au cas où je me plante sur les copier-coller de code et si j'ai pas le temps.
cette fois-ci, on sera tranquille. Donc, j'ai une première version de la base de données que je mets 0. Elle est bonne, j'ai validé. Et dans ce cas, je vais déjà enregistrer le fichier, ça fera pas de mal. Et je l'archive. Comme ça, je stocke la première version, je fige les mises à jour sur cette version-là. Donc j'ai mon script SQL de création de la base, elle est stockée, archivée dans Data Modeler, et derrière, si on veut faire des mises à jour, on le fera sur la deuxième version de la base de données. Donc version initiale. Ok. Voilà, donc là on a fini avec celui-là. Et donc on a une requête comme ça. Alors, il se trouve que une fois qu'on a, je vais revenir sur la partie Delphi après, hein, en une fois qu'on a créé notre base de données, qu'on a fait le programme qui permet d'utiliser la base, on publie une première version, et le retour des utilisateurs nous rappelle que en fait, il faut un pseudo aussi au niveau des auteurs. Parce qu'en fait, les auteurs n'écrivent pas toujours avec leur vrai nom et prénom, enfin ne sont pas connus par leur nom et prénom, donc ils peuvent avoir un ou plusieurs pseudos. Là, pour simplifier, on va en rajouter qu'un seul. Donc il faut faire une mise à jour sur la base de données. Donc je reviens dans ma base, ici, et je vais simplement aller sur la table auteur. Donc là, dans les tables, auteur, je rajoute mon pseudo. Bon, il y avait encore les onglets, mais hop, ici, donc on a un pseudo qui est un texte. Voilà. J'enregistre ça et je vais générer le script SQL qui permet de rajouter le pseudo à partir de la comparaison entre la version précédente ou une des précédentes versions et la version. Et donc là, il nous affiche les modifications éventuellement. Je génère et j'ai le alter table correspondant à la mise à jour. Donc ce truc-là, je peux l'exécuter sur n'importe quelle base, qu'elle soit en développement ou en prod, sans que ça altère les données existantes. Donc là, je vais stocker en DB1 par exemple. Voilà. Donc je me retrouve avec un fichier qui contient les requêtes de création et un fichier qui contient la mise à jour de la première version de la base. Et puis pareil, en fait, en fonction des évolutions de la base de données, on aura un fichier par version de base à importer ensuite dans les programmes ou sur les bases de données existantes. Donc là, cette fois-ci, j'ai bien fini avec celui-ci, donc je peux en sortir. Et on va partir sur Delphi. Donc, côté Delphi, évidemment, c'est une base de données, donc je la stocke, enfin, je crée les composants dans un T-Data Module, je vais avoir besoin d'un TFD connexion pour gérer la connexion physique au fichier, et comme c'est du SQLite, pour la création du fichier qui contiendra la base de données, les tables. Et je vais travailler sur son onBeforeConnect et onAfterConnect. Ensuite, je stockerai les requêtes dans un TFD script. Et c'est grâce au TFD script qu'on va faire les mises à jour de la base de données. Donc là, je reprends la main sur Delphi, je vais créer un dossier, enfin un projet multiplateforme. Vierge. Un nouveau fichier qui sera un T-Data module. Donc on retrouve dans le module de données ici, voilà. J'enregistre mon projet. Et je vais faire une petite modification pour mettre le data module en création automatique avant la première fiche. Ça évite des violations d'accès lors du premier lancement, avant qu'on s'aperçoive qu'il fallait faire l'opération. Donc par défaut, le programme va créer le data module et donc ma fiche pourra s'en servir. C'est juste pour éviter de le faire par programmation. Voilà, et donc là on peut faire un Alt F11 pour lier l'unité. J'ai évidemment fait le Alt F12 à la place, donc Alt F11 je disais pour lier l'unité du data module sur la partie interface dans ma fiche. Alors évidemment dans un projet normal on rebaptise les fichiers, hein, c'est les units 1, 2 et ainsi de suite ne sont pas exploitables en maintenance. Et pareil pour les noms des champs, là je vais rester sur les noms des types de composants, donc les noms par défaut. Donc je disais, dans mon data module, je crée un TFD connexion.
qui utilisera une base de données SQLite. Donc je vais rajouter le driver SQLite, donc c'est phys tfd physical TFD Physical SQLite Driver, qui est quelque part dans la liste. Voilà. Alors ça, c'est plus obligatoire, mais ça mange pas de pain. Ça permet surtout à l'IDE de rajouter les unités qui sont nécessaires pour accéder à SQLite. Et maintenant sur Mac, les DLL de SQLite sont incorporés dans les projets. Donc pareil, je vais dans l'outil de déploiement. Ici, je vais rajouter le SQL Engine. Là, puisque pour macOS en 32 et 64, il embarque désormais la DLL dedans. C'est pour contourner le problème de sandbox qui est imposé par Apple sur les applications, et pour être sûr aussi d'avoir bien la bonne version de la DLL, ou de l'équivalent. Donc, une fois que c'est fait, ce projet-là pourra être compilé dans toutes les plateformes, comme on veut. Donc, je vais tout faire par programmation, je ne vais pas utiliser le concepteur de fiche parce que je vais changer le nom du fichier en fonction de, le nom du fichier de la base de données en fonction de la version de démarrage. Donc, sur la connexion, je vais me contenter de désactiver le prompt du login qui ne sert à rien dans notre cas. Première chose, onCreate sur la fiche pour activer la connexion. Alors évidemment, j'ai passé un mois quasiment sur le portable. Les touches Alt et CTRL sont inversées, donc je vais me planter toute l'heure. Donc ça, connexion. Connected prend true. Donc là, j'active ma connexion dès la création du data module. Donc maintenant, on va se débrouiller pour paramétrer la connexion elle-même. Donc la connexion, on la paramètre dans son onBeforeConnect, tout simplement, puisque c'est le premier événement qui est lancé quand on fait un connected dessus. Et dans l'ordre, on va commencer par lui donner le driver sur lequel elle travaille, le nom du fichier de la base de données et d'autres paramètres si on a envie d'en mettre d'autres. Sachant que ici, je vais taper les informations dans le code, mais vous les retrouvez évidemment là. Si vous choisissez SQLite comme driver, vous avez à gauche les noms des informations que je vais taper à la main dans les paramètres de la base. Donc si vous ne voulez pas vous le faire à la main, vous le préparez là-dessus et vous récupérez soit en copier-coller depuis le source du concepteur de fiche, hein, du .fmx, soit vous ne modifiez par programmation que celui qui vous intéresse. Là je vais tout faire, donc allons-y. Première étape, on initialise la chaîne de paramètres, enfin le stockage des paramètres, puisque par défaut, ce qui était éventuellement saisi dans le l'IDE, qui pourrait servir quand on est en train de développer, ne me servira pas pour cette application-là. Donc, je vire tout. Donc params.clear, hop, ensuite, là c'est le côté flemmard, CTRL-C, CTRL-V, hein. Je vais rajouter deux choses. S'il faut là, lui. Le driver et le chemin pour la base de données. Donc là, le driver, c'est ça, .add pair. Le nom du paramètre, c'est driver ID. Le nom du driver, SQLite. Voilà. Et la deuxième paire, ce sera la database. Qui prend le nom du fichier qui va nous conduire à la database. Donc ce nom de fichier, il va dépendre de la configuration de construction, puisque je ne veux pas, quand je suis en debug, pouvoir accéder aux bases de données de prod, et vice-versa. Donc systématiquement, tous les chemins d'accès que j'utilise sont conditionnés en fonction de la config, donc en fonction de ce paramètre-là, enfin d'une directive de compilation qui est générée. Donc on va faire un ifdef release pour avoir le chemin d'accès pour la base de production, et un else ou un ifdef debug pour celle de test, de travail. Donc là, string. Et je vais aller un peu plus loin, parce que je vais prendre de l'avance sur ce dont on aura besoin. Je vais rajouter une fonction qui va me renvoyer le chemin d'accès une bonne fois pour toutes avec une partie du nom, puisque j'aurai besoin de stocker la version sur laquelle on travaille. Donc, fonction, je vais l'appeler dbname par exemple, .string, Shift CTRL C. Je vais utiliser les fonctions qui sont dans l'unité système.ioutile pour avoir les chemins d'accès par défaut en fonction de la plateforme. Et là, en fait,
je vais donc tester la config. Alors, en général, il n'y a pas très longtemps que c'était mieux dans l'autre sens. Enfin, en configuration par défaut, ça ne change rien. Mais si vous rajoutez des directives de compilation, autant être sûr de celle sur laquelle vous allez mettre la base de prod. Donc var chemin de point string, voilà. Alors le chemin d'accès en prod, tpass.combine, il y a un tpass.directory, pass, je vais y arriver, get home pass. Donc là par exemple sur Windows ça va atterrir dans le AppData de l'utilisateur. Get home pass c'est donc webinaire 2019 12-19 comme sous-dossier. Et si je suis en debug ou en autre chose, je vais me passer dans les documents. Alors, comme j'ai fait un test tout à l'heure, je vais quand même effacer ce que j'ai dans mes documents. Ici, voilà, j'ai une base, je la dégage. Et je rajoute point date, parce que ce sont des données, mais après c'est plus par habitude. Évidemment, vous mettez les noms de chemin que vous voulez, ça dépend de vous. Donc là, j'ai récupéré le nom du chemin, je vais m'assurer qu'il existe et le créer si ce n'est pas le cas. Donc if tdirectory. Oui, bon, on va se faire .exist. Qu'est-ce qui nous arrive? Existe donc de chemin. Zen tdirectory.create de chemin. Voilà. Donc là, je suis sûr que le chemin d'accès sera créé, quoi qu'il arrive, si j'y accède. Et donc, je reviens dans ma fonction beforeConnect. Et donc, mon database, ce sera un combine qui rajoute le backslash en fait suivant ou le slash suivant le système de ma fonction, virgule, dbname, dbname, virgule, ma base, .db, par exemple. Voilà. Donc là, il va créer le fichier, enfin il va créer l'enveloppe en fait dans laquelle sera stockée la base de données. Donc là, tel quel, je peux déjà l'exécuter si je veux. Et on va vérifier qu'il nous crée bien quelque chose. Document. Ici. Donc il va bien recréer un dossier ici à 14h35, hein, je mens pas. Et j'ai normalement rien, puisqu'en fait, la base est créée si on s'en sert. Donc, add pair, ça en est bon, ok. Et donc, after connect, on va créer la structure, le contenu de la base. Alors, ici, ici, after connect, là, voilà. Donc, première étape, c'est s'assurer que la base n'a pas déjà été créée. Donc ça, en général, on avait plusieurs solutions. Soit avant de créer le fichier ici, on vérifie s'il existe ou pas, on positionne un booléen global et on se dit bah, le fichier n'existait pas, donc c'est forcément la première exécution du programme, donc on va créer la base. Soit on utilise un deuxième fichier qui va contenir le numéro de version. C'est ce que je vais faire dans notre cas. Et ce deuxième fichier, bah, je vais donc stocker un numéro qui s'appellera version. Donc pour le récupérer, c'est très simple. Au lieu d'avoir un point .db, j'utilise un point .dbv par exemple. Hop, et là pareil, j'utilise les fonctionnalités de util, enfin système.util. Donc if tfile.exist de mon fichier dbv. Alors c'est là où la variable qui récupère le nom du fichier pourrait servir pour éviter de le mettre plusieurs fois. Then version prend tfile.read all text, pardon.
de mon fichier. .toString. string. Moi, je suis au-delà de la zone, ça embête, voilà. Est-ce que j'ai le bon nombre de parenthèses? Readfile machin, oui. Je vais remettre ça. Ça va pas mal. Pardon, to int. Je suis sur un entier à partir d'une chaîne. Donc je transforme en entier, si j'ai rien, je mets que la version c'est la -1. Et une fois que j'aurai fait alors CTRL D pour la réindentation, et une fois que j'aurai fait mes opérations ici, je vais tout simplement enregistrer la version en cours. Donc je vais faire un tfile.write all text dans le même fichier. Alors évidemment, en termes d'optimisation, là, il aurait fallu que j'utilise une variable qui soit remplie avec le nom du fichier et puis d'utiliser la variable à la place du nom. Donc version.toString. Parce que là, j'utilise le combine à chaque fois, c'est un peu idiot. Mais ça passe sur 3 appels, c'est pas bien grave, vu que c'est juste un backslash qui est rajouté. Donc là j'aurai ma version -1 au départ s'il n'y a rien. Sinon, j'ai la dernière version sur laquelle j'ai travaillé. Et maintenant, on va utiliser les scripts en fonction de la version du script de la base de données. Donc là, je vais utiliser le composant tfdscript, qui est juste un conteneur, hein, donc ça pourrait être n'importe quoi. À la limite, on pourrait même mettre un tstring ou un truc comme ça à l'intérieur du programme si on a envie. Là, l'avantage du fdscript, c'est qu'il a aussi les fonctionnalités d'exécution du script quand il y a plusieurs requêtes dans le même fichier, enfin dans le même source de texte. Et je vais stocker dans le fdscript au niveau de la propriété script, SQL script, les différentes versions. Donc là, j'en avais une de base, avec ma requête, enfin mes requêtes de create. Voilà. Et pour la version suivante du logiciel, je rajoute la deuxième version enfin je rajouterai le deuxième. Donc là, on va faire celui-ci d'abord. Voilà, donc F12. Donc là, j'ai mes scripts dans un conteneur qui est une liste. Je vais parcourir cette liste et exécuter les scripts, enfin les différentes séries de requêtes SQL en fonction de la version. Donc c'est tout bête, je me rajoute un entier pour la boucle. Alors je pourrais évidemment faire ça, hein. Prend égal. Mais là en l'occurrence j'ai envie que ça marche partout, donc je le mets à l'ancienne. For i prend donc le numéro de version, +1. Pensez au +1, parce que là je commence à -1, j'ai pas de version -1 dans mon tableau, donc je vais passer à la version suivante de celle que j'avais stockée avant. Donc le -1, ça donne la 0, ou le 0, ça donnerait à partir de la version 1. Si je suis pas clair, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que je redonne des explications après. Donc for i prend version +1, tout la fin de ma liste de scripts, donc c'est fdscript, .sql script, .count, -1, puisque comme d'habitude, on a des tableaux qui commencent à 0 ou des listes qui commencent à 0. Le compteur, c'est donc la dernière valeur -1 pour avoir le nombre d'éléments -1 pour avoir la dernière valeur. Donc, i prend version machin truc, d'où, et je vais exécuter la requête correspondante. Donc, c'est fdscript, .execute. Donc là, en l'occurrence, j'exécute un script qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Donc, ma chaîne de caractères, en fait, ce sera l'élément stocké ici. Hop. Donc, c'est le script i.sql. Voilà. Et là, ça y est, j'ai un truc qui va gérer des versions. Je le lance. Donc là, le data module est créé automatiquement par le programme. Il ouvre la connexion avec la base de données, qui normalement devrait m'avoir créé quelque chose. Donc on va aller vérifier.
qui ne l'a pas créé. C'était marrant. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, nous avons driver, la base de données, on est bien sur ça. Normalement, il devrait l'ouvrir. Il crée le dossier, donc il devrait créer la base derrière. Des points d'arrêt. Hein. Hop. Un petit débugage, ça faisait longtemps. Driver, nom de la base, exécution, c'est vraiment ça. Driver ID, database, oui. Donc là, le do connect se fasse. Ça, on est bon. After connect, oui, il passe dedans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon programme. F12. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Peu importe. Donc, normalement, on est là, F8. Donc la version, c'est la -1. Non, il a trouvé quelque chose. Alors, il y a un problème de rafraîchissement au niveau de Windows. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ok, on va tricher. Alors, je coupe le programme. On va se mettre un nom de fichier ici. Et là aussi, histoire de pouvoir le voir en debug. Nom fichier. Quoique, on va pas s'embêter. Log.d de ça. Alors, logd, fmx type, on n'y est pas. Je vais le rajouter ici. Ça va permettre de rapatrier dans la console au niveau de Delphi les informations de débugage. Donc ça c'est bon. Et lui, CTRL-C. Voilà. CTRL-D. 2. Ouais. Alors un point d'arrêt ici, un point d'arrêt juste après celui-ci. Qu'est-ce que... Alors, programme, Embarcadero Studio, programme binaire. Point d'arrêt sortie débugage, ma base.db. Sérieusement. Ah bah oui. J'ai oublié un petit détail ici. Forcément, je suis dans une fonction, je récupère mon chemin d'accès, il faudrait peut-être que je le sorte. Donc le résultat devrait remplir. Arranger les choses. Donc oui, tu vas me réexécuter ça. Il fallait bien un plantage. Voilà, donc là on a bien normalement ici, alors chargement, sortie. Sortie débugage. Voilà, ici, j'ai bien les bons chemins d'accès qui sont envoyés par le log.d, donc normalement, à cet endroit-là, j'ai bien mes fichiers de SQLite. Le db.journal, c'est la journalisation de SQLite qui sert aux mises à jour en cours d'utilisation. Et là, normalement, il devrait avoir disparu, voilà. Donc là, j'ai ma base, et ici, j'ai ma version de la base, qui est à -1 parce que je n'ai pas incrémenté le numéro de la base. Donc, petit correctif.
C'est bien, je le fais régulièrement. Et... hop, donc j'ai -1 ici, donc ça veut dire que le version ici, bah, il n'est pas mis à jour. Alors je vais le changer là. Version inc, version end, voilà. On est reparti. Ok, donc ça je peux fermer. J'ai donc normalement ici ma version 0. Voilà. D'ailleurs, je peux rester ouvert dessus. Et donc ma base de données, on va vérifier ce qu'il y a dedans avec ce petit programme qui est DB Browser, DB Browser for SQLite qui est hyper pratique. Il est gratos, hein, en open source, pas open source mais gratuit. Donc je suis dans cette base de données là. Voilà. Donc là j'ai bien mes 3 tables, livre, auteur et la table intermédiaire. Donc je referme ça, je vais donc rajouter ma mise à jour. Donc ma mise à jour c'est celui-ci, le DB1. Je vais donc sur mon projet, dans son data module, ici, et je vais rajouter un deuxième élément dans la liste, version 2, on va dire version 1 et version 0. Voilà, on paquette le programme, on l'exécute, les utilisateurs le lancent, ils font ce qu'ils veulent, et normalement bah, le alter s'exécute quoi qu'il arrive, parce qu'il est fait par le data module avant de lancer le reste du programme. Donc si je vais vérifier ma base de données, je devrais retrouver le pseudo dedans. Document, non, là. Non, c'est document ici. Et voilà. Donc c'est hyper simple en fait pour faire les mises à jour. Il suffit de rajouter maintenant les scripts de mise à jour dans le FT script. Et ça se fait tout seul quand on démarre les programmes, quelle que soit la façon dont on démarre les programmes. Et là j'ai bien mon numéro qui est passé à 1 dans le truc. Hop. Alors, ça c'est bien, mais ça veut dire que la connexion elle est forcément désactivée au départ et activée à la main. Alors pour activer les connexions par programmation, c'est assez facile. Vous n'allez pas être obligé de le faire pour chaque table, hein, c'est l'avantage de Delphi. Hop. Mettons qu'on ait les 3 tables ici sous forme de TFD tables. J'ai une TFD table. Hop. Voilà. Donc là, ce sera ma table auteur. Ici, la table livre. Et là, la table entre les deux, donc table lien. Par exemple, tab name, c'était auteur livre ou livre auteur. Je ne sais plus. On verra bien. Je pense l'avoir mis dans l'autre sens, mais on va voir. Donc là, c'est bon. Et donc pour que les tables se créent, enfin s'activent automatiquement, c'est tout bête. À la fin du on after connect, il suffit de les ouvrir. Et comme j'ai pas envie de les faire une par une, pour que mon script il soit utilisable dans plein de logiciels différents, je vais faire simplement une boucle sur les composants rattachés au data module. Donc tout component.count, pardon, component count -1, do if, oui c'est ça, components de i is tfd table then voilà.
Donc, après avoir fait la mise à jour de la structure de la base de données, on va activer les tables. Donc, on parcourt tous les composants dont le propriétaire est le data module. Donc, normalement, tout ce qui a été rajouté par le concepteur de fiche. Dans une fiche classique, il faut distinguer les components des objects. Le component, c'est le lien propriétaire. L'object, ce sont les children, pardon, ce sont la liaison enfant-parent. Donc sur la fiche principale, il n'y a que les components. Les children dépendent de l'endroit où on positionne les composants et leur parentalité. Donc là, dans notre cas, le data module, tout est en parent, enfant, enfin en propriétaire classique, donc c'est dans Components. Si j'ai un composant qui est une table, à ce moment-là, je transforme, enfin je le caste en TF des tables et j'ouvre. Donc là, ça va m'ouvrir toutes les trois tables enfin toutes les tables en fait qui sont sur ma data module et qui auront été créées comme on veut. Et là, je vais simplement rajouter une grid, une string et un bind navigator. Donc là en bottom, la grille en all client. J'avais fait le alt F11 tout à l'heure, hein, donc pour attacher le data module à mon unité. Et donc là, je peux utiliser le live binding pour attacher les deux. Donc là, j'ai ma table livre avec le navigator, la grille avec les livres. Ok. Et donc si j'exécute, je peux saisir des livres dans ma table qui sera mise à jour. Alors évidemment, après vous faites comme vous voulez pour les liaisons avec les bases de données, les champs de saisie, et ainsi de suite. Hein. Le truc le plus important, c'est la partie qui est ici, donc la création de la connexion et la mise à jour qui est sur cette partie-là. Voilà. Pour ça, donc... alors, ce truc-là est pratique, par contre, si vous avez des erreurs lors des mises à jour, vous perdez les bases de données locales des utilisateurs, donc pensez à faire des backups. Avant de lancer une série de mises à jour, vérifiez si vous avez la possibilité de faire une copie de l'ancienne version. Vérifier sa structure et son contenu après avoir fait la mise à jour, et puis vous pouvez effacer les historiques si vous voulez, ou proposer aux utilisateurs de les conserver ou de les effacer. Évidemment, quand je dis sauvegarder la base de données, vous devez sauvegarder les deux fichiers, donc le fichier DB et le fichier qui contient la version. Qui était là. Parce que ça, c'est la base de données, mais sans celui-ci, vous ne savez plus dans quelle version vous êtes dans la base. Donc, méfiance. Vous devez bien garder les deux l'un avec l'autre quelque part et les régénérer à l'endroit où vous vous attendez à les récupérer. Et vous pouvez évidemment proposer des synchronisations sur un service de cloud ou à distance par copie fichier, export, enfin save to file sur les tables query ou autres composants FireDAC pour faire des sauvegardes et proposer à vos utilisateurs de rien perdre quand ils ont des données en local, parce que ça c'est quand même assez important à l'usage. Je pense que je ne vous apprends rien sur ce coup-là. Alors, hop. Donc pour finir, donc ce webinaire sera probablement disponible sur le blog d'ici pas longtemps et je vais y mettre le PDF et les sources. Prochain événement en live, pour l'instant on n'a pas de date. Je pense que Maxime devrait être dans le coin et peut-être pourra vous en dire plus. Si vous avez des envies de meet-up, d'intervention, n'hésitez pas à contacter Maxime directement chez Bernstein ou me proposer éventuellement de venir vous faire un petit coucou. Je suis disponible aussi pour ça. En général, quand j'ai aussi des prestations sur place, hein, parce que les déplacements, ça prend quand même un petit peu de temps. Et notre prochain webinaire est le 28 janvier, normalement, sur le SVG. Voilà. Oui, c'est vrai, merci Patrick. Alors c'est vrai que tu arrives parfois à être à Paris le lundi, à Toulouse le mardi, Lyon le mercredi, et puis Bordeaux et Aix-en-Provence le jeudi, c'est assez... Un peu plus difficile en ce moment. Du temps assez chargé, mais c'est vrai que pour les meet-up, par contre, ce qui est important de rappeler, c'est que nous, on participe aux frais, en fait, quand il y a des petites choses comme ça, pour des boissons, et puis donc du coup, n'hésitez pas à nous contacter, parce qu'il y a des gens un peu partout,
voilà, c'est l'occasion de se rencontrer pour des présentations un petit peu moins formelles, mais puis pour lancer des sujets, des discussions, et puis voilà, échanger sur pas mal d'expériences. Donc on n'a que des retours positifs par rapport à ça, et vous pouvez contacter Patrick également, ou sinon, voilà, n'hésitez pas, ou moi ou Patrick. Il n'y a pas de problème. En attendant, je te remercie, Patrick. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Jusque-là, j'en ai pas vu. Ah, j'ai encore perdu tout le monde. Non, tout le monde est là parce que j'ai les stats. Je peux vérifier, tout le monde est là. Moi, j'ai les images vidéo. D'accord. Et, voilà, donc si vous n'avez pas de questions, on peut clôturer. Patrick, tu as peut-être quelque chose à rajouter? Non, si ce n'est souhaiter à tout le monde de bonnes fêtes de fin d'année, de vacances, si vous pouvez en prendre, et d'en profiter un maximum parce que on réattaque à la rentrée. Voilà, il y a un webinaire, je ne sais pas si tu l'as évoqué. Oui, c'est d'ailleurs sur le slide, voilà, fin janvier. Et puis, bon, on va faire un mailing par rapport à ça. Et puis, c'est vrai que, bon, je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, voilà, en attendant, merci Patrick, merci à tout le monde d'avoir été présent. Et puis, on se retrouve pour un nouveau webinaire, en fait, au mois de janvier. Voilà, donc merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne fête encore une fois. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.